Bonjour, c'est encore les vacances et pourtant certains jardiniers s'activent déjà au potager, notamment pour lutter contre les ennemis des légumes, mais également pour effectuer les premiers semis. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de ce 76e numéro, nous allons voir tout l'intérêt avec notre expert de piéger les parasites au potager afin d'échapper à l'usage des pesticides. Nous resterons un petit peu en vacances avec un détour en Provence pour y découvrir l'olive de Nyons et les différentes manières de la conserver. Nous glanerons ensuite quelques idées pour décorer le jardin avec le vert sous toutes ses formes. Et enfin, nous effectuerons les premiers semis de légumes pour préparer les récoltes de cet automne et du printemps prochain. Au jardin, ne laissez pas la mouche des fruits et des légumes gâcher vos récoltes. Alors même s'il est trop tard pour cette année, le mal est fait, prenez les devants car la lutte préventive débute dès à présent. Le magazine Rustica de cette semaine fait le point sur les différentes sortes de mouches qui évoluent au verger comme au potager, de la description de l'insecte à son mode de propagation en passant par la ponte et le développement des larves, vous saurez tout pour que vos fruits ne soient plus jamais véreux. Aux moyens de lutte comme la rotation des cultures et l'usage de traitements à base de décoction de plantes, il existe deux autres procédés, les insectes auxiliaires et les pièges chromatiques, comme nous l'explique notre expert. Les prédateurs naturels des pucerons, des sciarides ou des alérodes sont les coccinelles, les cirphes ou les chrysopes. Or, à l'intérieur, les auxiliaires ont du mal à s'aventurer sous l'abri. Néanmoins, une bonne aération favorise la visite des cirphes et des chrysopes. Quant aux coccinelles, utilisez les larves grandes dévoreuses de pucerons, elles en consomment une 50aine par jour. Toujours pour ne pas avoir recours aux insecticides, le piégeage chromatique. La pose de pièges jaunes englués qui par la couleur attirent les ravageurs volants. Ils les attrapent au vol, les sciarides, les petits moucherons dont les larves pénètrent à l'intérieur des tiges, les alérodes, appelés aussi mouches blanches, qui sucent la sève des tomates provoquant leur dépérissement, ainsi que les pucerons qui endommagent l'extrémité des pousses de tomates. Il existe plusieurs pièges jaunes englués, sous forme de panneaux faciles à poser. Ceux-ci sont conditionnés avec un papier protecteur de chaque côté pour libérer les surfaces collantes des deux côtés. Le piège s'accroche à la hauteur des tomates sans les toucher. Les panneaux sont prévus pour résister à l'eau. Ainsi, ils peuvent être aussi utilisés en plein air. Toujours sur le même principe, les pièges jaunes en rouleau continu, il suffit de tirer sur la bande au fur et à mesure que la surface engluée se couvre d'insectes ravageurs. Tous ces pièges jaunes englués vont vous permettre aussi de comptabiliser les insectes ravageurs qui sont rentrés dans la serre. Peut-être l'occasion de pratiquer une décoction de thanasie ou d'absinthe. C'est encore les vacances et la Provence reste une destination favorite pour ses paysages, ses traditions et sa végétation. S'il y a bien une essence qui caractérise le Sud, c'est l'olivier, tant par sa silhouette, son feuillage, mais aussi ses fruits, les fameuses olives. Pierre Trollat, oléiculteur à Nyons, produit des olives noires labellisées AOP qu'il cultive selon des méthodes biologiques et qu'il conserve de deux manières, saumurée ou piquée. L'olive noire de Nyons, piquée ou saumurée. Labellisée appellation d'origine contrôlée, elle se récolte en décembre et janvier. À cette période de l'année, elle est devenue noire. Pierre Trollat la cultive en agriculture biologique. L'olive de Nyons AOP doit être mûre sur l'arbre, ramassée par nous et ridée. Le froid, ce n'est pas du gel, du fort gel, c'est des 0, -1. Ça va mettre en arrêt de sève l'olivier et l'olivier va repomper l'eau de son olive pour la rider. Il faut vraiment que l'olive de Nyons ne soit pas lisse. Une olive sur un arbre est immangeable, même mûre, c'est très amer et la désamérisation se fait avec du sel. Il existe deux méthodes de conservation de l'olive. On va la piquer, percer la peau. Le but c'est de désamériser, donc on saupoudre de sel fin. On va les mettre en caisse pour qu'elles s'égouttent, qu'elles perdent leur amertume. Tous les jours on va changer de caisse pour les faire bouger et au bout d'une douzaine de jours, elle est bonne à manger. L'olive saumurée, ça c'est une olive qui aura passé
3 mois minimum à 10%. Nous, on va faire des saumures beaucoup plus basses. Donc il va nous falloir 7, 8, 10 mois pour qu'elles soient bonnes à manger. Là, ça va tremper dans de l'eau et du sel. Nous, on utilise le sel de Guérande. Et là, ça va être aussi la base de l'olive pour faire la tapenade. L'olive piquée est toujours faite avec la plus grosse, celle qui a le plus de chair. Quand on va calibrer l'olive, on va avoir inférieur à 14 mm, cette olive va partir pour faire de l'huile. 14 à 16, 16 à 18 et 18 et plus. Donc ces 3 autres calibres sont faites pour la consommation. En général, la première et la seconde, donc 14, 16 et 16, 18, seront mis en saumure et seront mangées en saumure beaucoup plus tard. Et elles sont bonnes pendant 2 ans. Si on veut en manger toute l'année, l'olive piquée, elle va pouvoir être congelée et elle ressortira aussi bonne. On va la mettre sous vide en sachet et la congeler. Sinon, ça va être un produit frais qui va être bon pendant 1 mois. Par contre, la saumure, vous tirez au fur et à mesure de vos besoins pendant 1 an, 2 ans. La différence entre l'olive piquée et l'olive saumurée, donc vous avez moins de sel sur l'olive piquée, donc plus le goût vraiment de l'huile et de l'olive, et c'est quelque chose de très doux, même presque sucré. Après, la saumurée, c'est très fin, elle fond dans la bouche, et c'est des arômes vraiment très typiques à Nyons. L'olive de Nyons se cultive dans la Drôme provençale, zone la plus septentrionale de l'olivier. Le verre est une matière que nous connaissons bien, nous les jardiniers, car elle est utilisée pour recouvrir les serres et les châssis et créer ainsi un microclimat chaud propice à la culture des végétaux. Mais c'est aussi une matière dont l'effet de transparence est très décoratif au jardin, surtout lorsqu'on utilise ou recycle des objets de la vie quotidienne, tels que des dames Jeanne ou des bonbonnes. Les dames Jeanne sont des récipients en verre utilisés traditionnellement en distillerie, notamment pour mettre de la liqueur. Elles sont ici réunies par plusieurs sous forme d'un arbre à bonbonnes. Il s'agit tout simplement d'une ossature métallique dissimulée par du lierre qui porte à des hauteurs variables différentes bonbonnes, constituant une œuvre d'art qui allie à la fois modernité et tradition. Ces mêmes dames Jeanne, de différents diamètres, installées cette fois-ci col vers le bas et emboîtées sur des échalas en châtaignier solidement fichés dans le sol, créent une inflorescence fantaisiste. Les traditionnelles cloches de jardinier en verre ont été transformées ici en abat-jour pour constituer des lampes de jardin. Elles ont été percées en leur centre pour pouvoir faire passer le fil et fixer la douille. Elles ont ensuite été reliées à un tube métallique cintré permettant de les accrocher à un support. Elles constituent ainsi des luminaires très originaux à très forte évocation jardinière. Et pour ceux qui souhaitent mettre en scène cette matière si particulière qui est le verre, sans pour autant engager des travaux importants de bricolage, voici un chandelier dont les branches en fer tordu sont terminées par un support dans lequel il suffit tout simplement de déposer un verre à pied. Certains pourront être agrémentés de quelques bougies, d'autres, après les avoir remplis d'eau, pourront accueillir quelques fleurs. Et vous transformerez ainsi ce chandelier en un accessoire décoratif d'allure champêtre qui conviendra aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Savez-vous planter les choux? Oui, bien sûr, mais avant de les planter, il va falloir les semer. Le semis est très économique car il permet de produire de nombreux plants dont il vous suffira ensuite de choisir les plus beaux et les plus vigoureux pour garnir vos plants. C'est d'ailleurs maintenant, en fin d'été, que l'on sème les choux qui, plantés en automne, produiront au printemps prochain. Explication avec notre expert. Paumés, rouges, cabus, pointus, frisés, brocolis, fleurs, tous les choux peuvent se semer en ligne, en pépinière et en pleine terre. Les choux aiment les sols riches, plutôt calcaires, à condition qu'ils restent frais pendant l'été. La terre doit être fine, travaillée et surtout décompactée en profondeur. Les carrés de potager sont idéales pour ce genre de semis. Un petit coup de griffe pour affiner la terre et retirer les racines et herbes indésirables,
Tirez un cours d'eau pour aller droit et avec une petite taloche ou une planchette, tassez fortement pour stabiliser les graines de chou. Avec une latte en bois, genre lito, tracez le lit de semences sur l'arête de telle manière d'obtenir un sillon plat et régulier sur 1 cm de profondeur. Retirez le cours d'eau et versez les graines de chou dans un semoir. Elles sont rondes, elles roulent comme des billes. Le semoir facilite le semis graine par graine au fond du sillon. Cachez les graines avec de la terre sèche, tassez une nouvelle fois puis couvrez le semis avec une toile en jute qui laisse passer l'eau et la lumière et retient l'humidité. Arrosez copieusement sur la toile. 2 à 3 semaines plus tard, les choux sont prêts à être repiqués. Un chou de qualité possède des racines blanches, une tige droite, 3 à 4 feuilles saines et surtout un bourgeon terminal. Le chou se repique les racines bien droites au fond du trou, non retroussées. Selon les espèces, les choux se plantent tous les 40 à 60 cm d'écartement. Et voilà, vous saurez désormais comment semer les choux et bien d'autres légumes, car c'est maintenant au cœur de l'été et particulièrement pour le potager que se prépare une fin de saison prospère et dynamique. C'est pour cela que la rédaction de Rustica vous propose dans le dossier du magazine de la semaine prochaine quelques opérations clés pour ne rien rater de votre rentrée potagère. Bien gérer la fin des cultures de l'été et le nettoyage des plates-bandes, retravailler le sol et fertiliser la terre, effectuer les semis des légumes d'automne et engager les plantations des petits fruits, bref, tout un programme pour démarrer en douceur vos activités au potager. Mais en attendant, faites donc un tour dans vos cultures pour détecter et piéger les ennemis de vos fruits et de vos légumes. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Bien.